Alors, nous allons maintenant passer à un continent qui a des liens de plus en plus forts avec l'Afrique, c'est-à-dire la Chine. Et c'est le professeur Zheng qui va nous en parler. Aiqing Zheng a fait ses études d'abord à l'université Reimin de Chine, et puis ensuite elle a été sélectionnée pour le programme de formation droit en Europe, et elle a séjourné en France grâce à un programme, je crois me rappeler, qui devait beaucoup à Mireille Delmas-Marty. Oui. Qui avait vraiment, je ne sais pas pourquoi ce programme s'est terminé, enfin, les choses intelligentes ont du mal à prendre racine dans notre pays. Et elle a donc fait sa thèse à Paris sous la direction de Mireille Delmas-Marty. Merci, Monsieur Verdier. Voilà. Et ça a été publié en 2007 sous le titre « Liberté et droits fondamentaux des travailleurs en Chine ». Donc c'était le moment du tournant où il y avait un grand intérêt pour les transformations du droit du travail en Chine. Donc elle a continué bien sûr à travailler sur ces sujets. Elle a publié, alors je ne sais pas si je peux renvoyer à votre introduction au droit du contrat de travail français, mais c'est publié en chinois, donc ça ne va pas beaucoup nous concerner à cause de nos faibles capacités linguistiques. Et vous publiez maintenant en anglais, puisque de plus en plus, puisque les publications en français ne sont plus comptées dans la bibliométrie qui permet d'avoir des promotions professionnelles universitaires dans le monde chinois. Il faut publier exclusivement en anglais. Donc c'est un bon discrimination. Non, c'est pas discrimination, c'est un bon exemple de l'écart qui peut exister entre une représentation quantifiée d'une performance, puisque l'université va avoir plus, elle va gagner en score, et en même temps, c'est une perte de compétences, puisqu'il n'y aura plus de chercheurs à s'intéresser ni à la France, ni à l'Allemagne, ni à la diversité du monde. Donc, on a cet effet souvent observé dans la gouvernance par les nombres, d'une image chiffrée qui s'améliore, alors que la réalité se détériore. Enfin, vous n'êtes pas entièrement gouverné par les nombres, cher Aiqing, puisque vous êtes parmi nous aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup. Attaché et travailler en français. Voilà. Et donc, 20 minutes aussi. Okay. On va voir si la Chine est plus disciplinée que le... Bonjour à tous et à tous. Je remercie infiniment au professeur Alain Supiot pour cette invitation. C'est un grand honneur d'être ici. Bon, en tant que professeur en droit du travail en Chine, donc aujourd'hui, je voudrais me concentrer simplement sur les situations, les réactions de la Chine face à ces évolutions techniques, parce que la Chine est très focalisée sur cet aspect. On peut dire jusqu'en 2013, les deux mots d'ordre en Chine étaient croissance et stabilité. Croissance économique et stabilité sociale et politique. Mais depuis 2013, ces mots d'ordre sont changés pour devenir innovation et stabilité. Sur le plan économique, depuis 2013, la Chine est entrée déjà dans une période de changement du mode de croissance économique, c'est-à-dire développer l'économie non plus à grande vitesse, mais à vitesse moyenne. Changer la structure économique, stimuler l'économie non plus par l'exportation ou l'investissement, mais par la consommation et par la dynamique du marché intérieur. À cette fin, la créativité et l'innovation sont considérées comme deux piliers pour stimuler cette dynamique de toute la société. D'un côté, faciliter et inciter les individus à prendre un statut auto-entrepreneur et d'autre part, stimuler l'innovation technologique sur le plan national et aussi sociétal. Le concept dit d'Internet Plus associé c'est-à-dire Internet associé à la finance, au transport, à divers services,
faisant d'Internet comme un moyen ou une technique indispensable dans l'opération de toutes les activités. C'est très répandu dans tous les pays. Le programme d'État appelé Manufacture industrielle chinoise 2025, sur le modèle allemand surtout, est destiné à permettre à la Chine d'entrer dans le rang des pays dotés de puissance manufacturière. Donc, ces évolutions techniques remarquablement rapides ont amené la société dans une économie soit partagée, on dirait peut-être aussi digitale, au sens large. On peut observer des impacts sur le plan économique ainsi que sur le plan social. En 2017, le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés qui vont sur l'Internet a atteint 460 milliards d'euros. Et pour comparer en France, c'est 422 milliards. Ces ventes touchant 330 millions de personnes, presque 10 fois plus qu'en France. En même temps, le nombre des travailleurs qui travaillent pour toutes ces plateformes numériques a déjà atteint 70 millions de personnes. La population active dans le secteur tertiaire a presque doublé en 20 ans et représente 45% de la population active, alors que celles du secteur primaire et secondaire sont en déclin, représentant seulement 27% et 28%. En 20 ans, les proportions se sont inversées. La moitié de la population active était dans le secteur primaire. Aujourd'hui, la moitié travaille dans les services. L'année dernière, le secteur tertiaire contribue à 52% à la totalité du GDP. PIB. Le PIB, c'est plus en français. Alors que le premier et le second contribuent seulement, respectivement, 7% et 40%. Donc, en plus, la statistique nationale montre aussi que la population active urbaine augmente chaque année 100 millions et représente 55% de la population active. Donc, la population active, c'est très concentré en ville. Toutes ces applications de technologie commencent à changer la vie quotidienne des personnes ainsi que les formes de l'emploi ou l'organisation du travail. La communication entre les gens, le paiement pour l'achat, la circulation des événements, des nouvelles devient très rapide et plus commode avec WeChat. Le taxi via Internet facilite le transport. Les livreurs de repas ou des produits en moto circulent à grande vitesse dans les rues, forment un nouveau paysage. Le loisir de masse plus divers, la finance via l'Internet plus attirant, menaçant même le moyen traditionnel de faire l'économie, sans avoir assez de contrôle nécessaire et à temps. Ceci a provoqué des fraudes et des protestations publiques à Pékin ou bien en province. Diverses applications permettent l'accès à l'information aux services d'une manière plus commode. Ceci rend également les gens plus attachés à ces techniques, plus dépendants. Les jeunes, surtout, urbains, ne cuisinent plus du tout. Par exemple, je crains que la cuisine chinoise perd la réputation. En ce qui c'est bon ou mauvais, on ne sait pas encore vraiment. On peut également observer que l'organisation du travail est en train de se transformer de façon insidieuse du fait de la conjugaison de l'avance technique et de la poursuite d'efficacité. Par exemple, Haier, très connu mondialement, c'est un producteur majeur d'appareils ménagers.
a mis en place un genre de travail à forfait qui rend les salariés comme des indépendants plutôt. C'est-à-dire ce sont des salariés très objectivés, comme ce que le professeur Supio a décrit déjà il y a plus de 10 ans dans son livre Homo juridicus. En Chine, les producteurs sont en train de se mettre en place tous ces moyens de gestion des ressources humaines. Donc, la réaction juridique vis-à-vis des nouvelles formes de travail, surtout celle des livreurs, des chauffeurs de taxi de type urbain, se concentre plutôt sur la qualification de leur statut. En ce qui concerne le statut du chauffeur du taxi type Uber, un projet du règlement ministériel fin 2015 l'avait considéré comme employé. Ceci a provoqué des controverses. Finalement, en juillet 2016, en légalisant ce type de véhicule taxi via Internet, ce règlement a adopté une solution plus flexible, permettant aux chauffeurs et la compagnie de plateforme numérique de conclure soit un contrat de travail, soit une convention civile, en considérant que la durée du travail et la fréquence du service pour définir leurs droits et l'obligation. La compagnie de plateforme numérique doit protéger les intérêts légaux du chauffeur et fournir la formation d'entrée à l'éducation quotidienne. À travers l'encadrement de quelques villes, on peut observer cette flexibilité sur le statut de ces chauffeurs et bien, sont bien garantis, c'est-à-dire souvent, d'après l'enquête, ce sont un contrat civil, on est conclu, ou bien écrit ou bien oral. L'opinion académique à cet égard, lors du litige sur cette relation, insiste plutôt sur l'examen de l'existence de la subordination entre les deux parties. Les éléments ou les caractères des relations entre ces travailleurs et leur plateforme numérique ne satisfont pas, évidemment, en Chine, à cette exigence du critère de subordination au sens traditionnel. Contrairement à certaines jurisprudences intervenues aux États-Unis ou en Europe. Ainsi, ces travailleurs ne sont pas considérés comme des salariés et par conséquent ne peuvent pas avoir les traitements du droit du travail. Il en est de même pour les opinions judiciaires résultant de quelques affaires déjà en la matière. Donc, ces travailleurs, dont le nombre est en croissance sans cesse dans cette révolution numérique, demeurent dans une relation de travail, plutôt une relation de coopération commerciale avec ces sociétés. Ils sont obligés de se soumettre au contrat civil quant à leurs droits, obligations ou bien en cas de litige. Un autre élément en la matière mérite d'être noté. Certains chercheurs ont montré que ces travailleurs, étant tous de jeunes migrants, peu soucieux de leur avenir, ne souhaitent pas vraiment tous avoir un lien du contrat de travail et d'avoir à payer des cotisations sociales. En général, ils gagnent mieux que les ouvriers en usine. Dès qu'ils peuvent gagner assez d'argent, ils ne pensent pas à ces protections sociales. Donc, comment prévenir le risque social pour ce type de travailleurs? Comment les protéger demeure encore une question ouverte. En raison de ces situations, nous constatons avec surprise que le taux de la couverture du droit du travail en Chine depuis une décennie n'augmente plus. Basé sur les statistiques nationales, nous obtenons un taux de 37 pour 2016, pour un taux en 2004 qui était de 40%. N'oubliez pas que ceci s'est passé dans une décennie de croissance constante de la population active urbaine. Bien que
les statistiques sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires puissent expliquer partiellement ce déclin, nous pouvons néanmoins conclure que de moins en moins de travailleurs sont couverts par le droit du travail. Contrairement à ce que nous pensions autrefois, nous pensions qu'avec le progrès économique, le droit du travail devrait se développer pour couvrir autant de travailleurs que possible. Ceci veut dire, avec l'ère numérique, le droit du travail se bornant à son critère traditionnel, voire décline son champ d'application. Ainsi, le droit du travail, pour qu'il puisse bénéficier au nombre le plus grand possible des travailleurs, doit nécessairement ouvrir sa frontière pour absorber les travailleurs dépendants des sociétés numériques. Certaines études récemment, en s'inspirant des pratiques étrangères, avancent qu'il faudrait introduire une troisième catégorie de statut, en plus du salarié et du contractant individuel. Mais nous estimons qu'il est encore loin pour le législateur ou les juges de prendre en considération cette nouvelle catégorie, car il s'agit de plus de charges imposées à l'entreprise ou bien à l'employeur, d'une part. L'autre part, il nécessite encore davantage d'études là-dessus. En ce qui concerne l'attitude du droit du travail vis-à-vis de la protection des salariés, le droit du travail chinois sur la relation individuelle de travail est considéré par les entrepreneurs, les entreprises, comme plus protectrice, notamment par son exigence de forme écrite obligatoire et aussi le recours restreint à CDD et la facilité de démissionnement du salarié prévue par la loi du contrat de travail 2007, amendée en 2012. Cette ligne protectrice sont très contestées toujours par les entreprises qui se plaignent du manque de flexibilité aux entreprises, surtout aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises chinoises. Et ceci a déjà incité provoqué des discussions sur l'éventuelle modification à cette loi sur le contrat de travail. Il faut avouer que depuis ces dernières années, les petites et moyennes entreprises chinoises privées sont en difficulté à cause des exigences, par exemple, environnementales, des charges d'impôts et des cotisations sociales. Et il faut aussi savoir qu'en matière de violation, en matière de protection d'environnement depuis 2015, les procureurs ils peuvent engager des poursuites pour violation grave à l'environnement, quel que soit l'individu ou la société. Les patrons des petites et moyennes entreprises chinoises disent la même chose que les patrons des petites et moyennes entreprises françaises ou bien certains agriculteurs français. C'est la raison pour laquelle le gouvernement central a demandé aux provinces de réduire les taux de cotisation sociale depuis 2015 à plusieurs reprises. Mais l'impact n'est pas énorme parce que les cotisations pour la retraite et pour la maladie demeurent encore peu réduites. Ces entreprises se plaignent aussi du manque de flexibilité, notamment de la difficulté de licencier. Donc, même avec tous ces critiques à cette loi sur le contrat de travail, le ministère des Ressources humaines a adopté plutôt une attitude
plus prudente vis-à-vis de cette éventuelle modification. Pour ne pas aggraver cette tension sociale liée au changement structurel économique qui a provoqué déjà un grand nombre de fermetures d'entreprises. Donc, cette possibilité de modification à cette loi sur le contrat de travail demeure plutôt un peu silencieux depuis ces 2 dernières années. Il faut savoir en effet que ces licenciements économiques provoquent des manifestations aussi ouvrières dont beaucoup ne sont pas connus car les médias chinois à l'intérieur ne reportent pas. Dans le sud, les ouvriers, ils ont des revendications toujours plus larges, portant non seulement maintenant sur le salaire, sur le paiement correct de la cotisation sociale, mais aussi la possibilité de fonder leur propre syndicat. En l'été dernier, ce type de revendication, soutenu même par certains étudiants, a été réprimé. Il faut noter que cette pression intérieure du pays constitue effectivement un moteur principal du progrès du droit du travail en Chine. Il faut noter qu'il y a quelques jours seulement un texte interdisant aux employeurs de discriminer les candidats féminins dans l'accès à l'emploi par la sanction d'une amende qui pourrait atteindre jusqu'à 50 000 yuan, soit 800 €, adopté conjointement par 7 ministères et commissions nationales, remplit la lacune législative en la matière. Ce texte procède évidemment de la préoccupation ou de l'inquiétude sur le déclin démographique, témoigné par l'absence de plus en plus de la volonté d'avoir des enfants par les jeunes générations, malgré la politique autorisant déjà maintenant à avoir 2 enfants. Je voudrais aussi parler un autre sujet très simplement qui a agité aujourd'hui le monde économique chinois depuis ces dernières semaines. C'est la critique à l'économie privée. Ma fille, qui est journaliste à Hong Kong, elle a écrit un article là-dessus. J'ai aussi lu un autre article sur le New York Times de ce samedi. C'est-à-dire, en septembre 2018, au moment où la Chine fêtait son 40e anniversaire des réformes de Deng Xiaoping, des propos sur la fin du rôle historique de l'économie privée, sur son anéantissement proche, sont apparus sur l'Internet. Ceci a naturellement provoqué la grande panique à beaucoup d'entrepreneurs privés. Et le président Xi et le Premier ministre ont dû très vite inviter et recevoir les entrepreneurs privés pour leur dire qu'ils les soutiennent tout le temps. Et on a même vu un procès engagé contre un de ces entrepreneurs être révisé. Donc, la baisse des impôts et des cotisations sociales dont j'ai parlé très brièvement tout à l'heure est aussi liée à ce mouvement. Dernier point, excusez-moi, depuis la fin des dernières années, malgré la satisfaction du discours officiel sur la croissance, de nombreux experts se sont accordés pour évaluer la période actuelle comme une période douloureuse de transition économique. D'un côté, la réforme structurelle économique s'est avérée difficile, pleine d'obstacles sur le chemin de note. L'environnement international devient plus complexe vis-à-vis de la Chine. La Chine se trouve en quelque sorte coincée dans ce que les économistes appellent le middle income trap, le piège des pays à revenus moyens. La Chine devient très chère par rapport à des
compétiteurs à bas coût comme l'Inde, le Vietnam, le Bangladesh, notre voisin, beaucoup d'autres. Elle n'est pas encore en mesure de vendre des produits de haute qualité ou des technologies de pointe. Donc, conscient de cette situation, conscient de l'importance vitale de la révolution digitale pour l'avenir et aussi considérant de son histoire humiliée pendant des années, la Chine est déterminée à brûler des étapes et à saisir cette opportunité non seulement pour se développer davantage en matière de nouvelles technologies et d'informatique, mais aussi pour être leader, pour être initiatrice dans les domaines de l'innovation technologique. Après l'adoption de la stratégie d'innovation comme moteur du développement en mai 2016, le gouvernement central a adopté à 2 reprises, en septembre 2007, une série de mesures pour stimuler l'innovation. Bon, à la fin, il y a 2 phrases encore, excusez-moi. Je voudrais dire que l'État parti chinois est en mesure de mobiliser tous les moyens matériels et spirituels pour construire ce socialisme à caractère chinois. Ce socialisme à caractère chinois s'affiche avec assurance sur de sa voie, de son régime, de son idéologie et de sa culture. À travers la stratégie de prendre l'innovation comme moteur, la Chine veut jouer un rôle de leader, évidemment. Mais face à cette exigence, les normes du travail de l'OIT ne baissent pas autant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Shari King, de cet exposé. Je retrouve toute la liberté de ton et la précision d'analyse qui se trouve dans tous vos écrits.